Nous avons préparé la scène pour le rendu, donc pour le calcul des images. Il y a juste une petite chose que nous devons encore faire pour finaliser. Et donc après, on mettra en place les différentes opérations nécessaires pour avoir le meilleur résultat possible au niveau du rendu. Donc l'opération qu'il nous reste à faire, si vous vous rappelez dans la vidéo, il y avait un nom et enfin il y avait un nom qui était accroché à la caméra, enfin une classe, nom, etc. Un texte en tout cas accroché à la caméra, et c'est ce qu'on va mettre en place maintenant. Donc si j'ajoute un texte, donc texte, alors je déplace ce texte sur l'axe des Y. Voilà, comme ça il est visible. Donc un texte, en fait, c'est un objet dont le sous-objet est l'édition de ce texte. Donc si je tape tabulation, j'ai la barre ici qui me permet soit d'ajouter de nouvelles lettres, soit de supprimer des lettres avec la touche backspace, retour en arrière. Donc celle qui est au-dessus de la touche Enter sur votre clavier. Donc j'efface le mot texte et je vais taper. Donc on va avoir la classe, on va avoir le nom de famille et le prénom ou éventuellement la première lettre du premier prénom et le prénom, enfin le plus usuel. Voilà, donc on a classe nom prénom et il n'y a pas besoin de plus parce que ici en fait on n'est pas dans le, comment dire, on n'est pas dans la sauvegarde d'un fichier particulier, c'est juste pour être sûr que le nom soit bien utilisé. Donc il n'y a pas besoin de plus parce que finalement, en fait, l'important c'est qu'on sache qui a fait le travail, dans le sens où j'ai eu le cas des années précédentes où des gens me rentraient leurs travaux avec un nom différent. Et donc c'est une façon très facile de repérer ceux qui ne savent pas tricher et qui font ça de manière très très stupide. Bon, donc cela dit, ne trichez pas, c'est pas la peine, c'est tellement facile. Donc je reviens en mode objet, hein, donc tabulation pour revenir en mode objet. Mais je vais quand même encore changer deux trois petites choses sur ce texte. Premièrement, je n'aime pas la fonte, je vais utiliser Arial Black plutôt, bold, pas black, bold. Black, ouais, enfin non, bold. Donc Arial Bold, donc ça je pense que c'est valable aussi bien sur PC que sur Mac. Et on va aussi donner une petite épaisseur au texte, un petit extrude. Voilà, pas trop, juste ce qu'il faut. Allez, 0,08 par exemple. Et un petit bevel. Toujours intéressant ce bevel pour accrocher la lumière avec une résolution de 1. Voilà, on voit ici effectivement ça accroche bien la lumière. Bien, donc une fois que j'ai ça, je vais lui donner un matériau et surtout un shader qui va lui donner l'apparence plutôt chromée, plutôt métallique. Alors pour ça, je vais passer dans le Workspace Shading. Donc là au-dessus de ma scène 3D, j'ai un menu shading et je vais pouvoir rentrer dans ce workspace. Donc c'est ici qu'on peut construire les différents matériaux plus facilement. Donc ici, faites attention si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à passer en rendered. Par défaut, vous devriez être au minimum en solide. Mais rendered vous permet de voir mieux les effets qui sont effectivement ajoutés ici grâce aux matériaux. Donc j'ai l'objet sélectionné, je vais cliquer sur New. Alors par défaut, il me propose un shader qui s'appelle le Principal BSDF. Donc c'est très bien ce shader, on peut faire un tas de choses, mais c'est un peu compliqué pour obtenir le résultat que je veux avoir, alors qu'il en existe un autre qui est beaucoup plus facile. Donc je vais le sélectionner, appuyer sur Delete, donc il a disparu, donc je n'ai plus pour le moment de shader sur cet objet, mais je peux en rajouter un. Je vais mettre le Glossy BSDF. Alors le Glossy BSDF, c'est ce qui va donner
en 2 clics l'aspect métallique et l'aspect un peu chromé. En fait, si je descends le roughness, voilà, si je mets le roughness à 0, j'ai vraiment un effet miroir. Donc je vais pas tout à fait le mettre à 0, peut-être 0,2. Et donc comme ça va refléter quand même pas mal et les lumières et l'environnement. Et on va voir ce que ça donne une fois que ce sera mis dans la caméra. Donc pour le mettre dans la caméra, ça sous-entend qu'il va être enfant de la caméra, mais qu'il va d'abord être placé exactement au même endroit. Il va déjà être beaucoup trop grand, donc je vais changer sa taille, S. Ah, il faudra sans doute que je la change après, on verra ça. Donc je vais avoir cet objet texte sélectionné, je vais sélectionner la caméra, et je vais aller dans le menu objet, snap, sélection to active. Vous vous rappelez, active, c'est celui qui est en orangé clair. Donc voilà mon objet qui est placé assez proche, enfin il est vraiment sur la caméra, mais maintenant l'idée c'est de le mettre dans la vue de la caméra et de lui donner la même orientation que la caméra. Donc la façon très facile de lui donner la même orientation, c'est de le contraindre à prendre la même orientation que la caméra. Donc je vais avoir mon objet sélectionné, je vais dans le menu contrainte et alors je vais être sûr de ne sélectionner que le texte évidemment. Je vais dans le menu contrainte et je lui ajoute la contrainte copie rotation. Donc ça veut dire qu'il va aller chercher la rotation de l'objet que je vais désigner ici dans le target. Et l'objet, ce sera la caméra. Donc là maintenant, il est orienté exactement comme la caméra. Donc il faut que je le place devant la caméra. Et c'est ici qu'une notion très importante dans la 3D entre en jeu, parce que je vais déplacer cet objet et je veux le déplacer dans son orientation actuelle. Pour le moment, si vous regardez le gizmo de déplacement ici, donc les flèches là qui sont à ma disposition, sont orientées comme ma scène 3D. Hein, si vous regardez ici les flèches, eh ben oui, ok, c'est pareil. Le Y est dans ce sens-là, le X dans ce sens-là, exactement comme ma scène 3D. Donc c'est ce qu'on appelle le système global. Je suis dans un système de déplacement global. Moi, ce que je voudrais, c'est le déplacer dans son orientation, et ça, c'est un système de déplacement local. Et donc ici, dans le menu, je peux choisir local. J'ai d'autres options possibles. On verra éventuellement dans les exercices si ça peut être utile d'utiliser ces différentes options. Mais je vais prendre en tout cas le local. C'est souvent entre local et global que ça se joue. Et vous voyez que tout d'un coup, les axes ont changé de direction. Ils ne correspondent plus à ma scène, ils correspondent à l'orientation de l'objet ici, donc l'orientation qu'il a repris de la caméra. Donc maintenant, je peux le déplacer sur son axe Z personnel. Alors si je viens dans la caméra, je vais d'abord tester peut-être un peu plus loin, pas beaucoup plus loin parce que l'idée c'est que il faut que ça reste proche de la caméra. Donc je reviens dans la caméra, donc 0 hein, pour rentrer dans la caméra. Je vais rechanger la taille. Voilà, je le place là où il doit être. Et éventuellement, pour qu'il soit peut-être plus visible, parce que là, avec le côté reflet, il n'est pas très visible, je vais lui donner une couleur peut-être un peu dans les pourpres, ou ouais, peut-être bleu, pourpre, dans ces eaux-là. Donc, il va avoir des reflets un peu plus colorés. Et l'idée, ce sera de voir si effectivement ça fonctionne bien, mais je pense que oui. Donc voilà. Une fois qu'on a fait ça, on revient dans le layout. Et très important, parce que c'est là que éventuellement on oublie complètement que cet objet, pour le moment, il est juste placé. Il n'est pas encore accroché à la caméra. Donc pour ça, il faut que je le rende enfant de la caméra. Je vais sélectionner le texte, je vais sélectionner la caméra et je vais taper CTRL P, objet,
CTRL P, donc créer un parent, un make parent, c'est bien ce qu'il dit. Et donc maintenant, quand je regarde dans mon outliner ici, ben, je vois que le contrôle cam contrôle tout. Il y a la caméra juste en dessous, et en dessous de la caméra, il y a le texte. Alors le texte, je vais le renommer nom. Comme ça, c'est pas juste texte, c'est le nom. On sait que c'est le nom. Et tant que j'y suis, le NURBS passe, donc le trajet ici, je vais le renommer chemin caméra. Chemin cam, ça suffit, voilà. Voilà, comme ça, maintenant, les choses sont bien nommées. Mon logo s'appelle bien logo. Mes lampes s'appellent bien qu'il a... Attends, oui, donc la deuxième lampe, là, ça va être la fill light. Toujours une bonne idée de bien renommer les choses. Et celle-là, la backlight. Quand je les ai copiées, je ne les ai pas renommées. Voilà. Ok, donc là maintenant le cube il peut rester cube, c'est pas grave. Target, light, ouais, ok, le light on sait que c'est celle qui est juste ici au centre. Bien, et que on a réglé un peu les choses. Alors, effectivement, donc elle a son animation, oui, celui-là, ok, pas de problème. Il a sa puissance et sa couleur, tout va bien de ce côté-là. Donc là je suis prêt maintenant à préparer le calcul. La seule chose qu'il faut encore faire, pour être sûr, on est dans un système de particules qui décompose un objet, etc. La chose essentielle qu'il faut faire pour ne pas avoir de problème au moment du calcul, c'est mettre en cache le système de particules. Donc si je sélectionne mon objet logo ici, que je vais dans ses propriétés de particules, en fait, quand je remonte un petit peu dans les différents menus, il y a un menu cache. Et ce menu cache me permet d'enregistrer en fait toute l'animation des particules dans un fichier quelque part sur mon ordinateur que Blender va utiliser au moment du calcul. Donc en fait, je vais calculer toutes les dynamiques parce que non seulement il y a les particules, mais il y a aussi le force field qui agit sur les particules. Donc, je sais qu'il y a 250 images. Je vais calculer toutes les images une par une. Je pourrais faire toutes les 10 images pour avoir des clés, mais c'est plus prudent de faire une par une. Et je vais donc faire un bake all dynamique. Alors, quand je lance ce calcul qui va prendre une dizaine de minutes, vous allez voir que rien ne se passe. Il ne va rien se passer, le cube ne bouge pas, je n'ai pas mes particules qui volent. Il est juste en train de mettre en cache la dynamique et donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On se revoit après ce calcul. Ok, voilà, le cache est calculé. On voit ici que j'ai 250 frames en mémoire, à peu près 100 mégas, et que je peux éventuellement deleter ce cache si jamais je veux le recommencer, si je ne suis pas content du résultat. Enfin voilà. Enfin, en tout cas, on va le garder parce que ça va nous permettre de calculer sans problème. Sans ce cache, on risquerait d'avoir, par exemple, la box là qui ne fait pas son effet, le logo qui explose dans tous les sens dès le début, et ce n'est pas ça qu'on veut. Donc, si maintenant je calcule une image test, donc je vais appuyer sur F12. Alors, si je ne suis pas sur PC, donc je vais d'abord me mettre effectivement dans le logiciel F12, voilà, avec la capture d'écran, c'est toujours un peu délicat. Et donc, je calcule l'image, voilà. Donc ça, c'est mon image. Avec la roulette, je peux dézoomer. Et donc, je vois bien qu'effectivement, une partie de mon logo est toujours bien entière et une autre partie est complètement décomposée. Et c'est exactement ça que je veux. Donc, ce que je vais maintenant pouvoir faire, c'est régler les paramètres de rendu. Alors, pour ça, voyons d'abord les paramètres au niveau du moteur de rendu qui s'appelle donc Eevee. Eevee, c'est le moteur par défaut de Blender 2.8. C'est un moteur relativement temps réel. Ça dépend évidemment des scènes. Quand on a des particules comme ça, on oublie le temps réel. Mais en tout cas, il calcule plus vite qu'un moteur classique. Et on a au niveau de ces sampling, ça va définir la qualité de l'image, s'il y a du souffle ou pas dans l'image. Donc on aura l'occasion éventuellement de tester ça sur d'autres exercices. Ici en tout cas tout va bien avec ce genre
de réglage, donc on va garder ça. On a testé une image tout à l'heure, ça marchait super bien. Le bloom, on a déjà joué avec ça précédemment, donc théoriquement il est bon. Le motion blur, j'en avais un peu parlé. En fait, je reviens un petit peu sur ce que j'ai pu dire. Ce n'est pas très intéressant de l'utiliser dans Eevee pour le moment. Il n'est pas optimisé. Il y a une solution qui permet de rajouter quand même ce motion blur, mais bon, on va dire on va pas le faire dans cet exercice-ci. On le fera peut-être dans un autre exercice. Et voilà, donc au niveau des réglages pour le moteur de rendu. Pour le fichier, on va enregistrer des fichiers en HD à 100%. On va enregistrer 250 images et un framerate de 25 images par seconde. Comme ça, on aura 10 secondes en tout calculé. Au niveau du output, on va enregistrer le fichier dans un dossier image dans le dossier exercice, qu'on va simplement appeler logo Blender. Voilà. Et on va être sûr de cocher en fait le file extension. En tout cas, surtout si vous êtes sur PC. File extension, c'est le fichier qui va, l'option qui va faire en sorte que vous ayez bien l'extension écrite sur le fichier et ça permettra de l'ouvrir plus facilement, éventuellement dans un autre logiciel que Blender. Donc, si vous êtes sur Mac, vous n'avez pas l'habitude de jouer avec les extensions, mais cochez quand même le file extension. C'est toujours intéressant. Dans le cas qui nous occupe, donc le format, ce sera un OpenEXR, le simple, pas multilayer, parce qu'encore une fois, on ne va pas faire du multilayer. Et le reste, on peut ne pas le décocher. Si vous cochez Preview, il va calculer un JPEG en plus de l'EXR, très pratique, qui permet de voir le résultat facilement dans Windows ou même sur Mac, mais en fait, ça va nous poser un problème par la suite. Donc on ne va pas cocher ce preview. On va regarder au niveau des métadatas, on va peut-être oui, le nom de la scène, voilà, bah, laisser ça comme ça, c'est très bien. Et voilà, on va pouvoir maintenant se préparer à lancer le calcul puisque tout est bon. On a testé l'image, on a rajouté les éléments, 0 dans ma caméra, voilà, c'est éventuellement ce que je pourrais faire ici qui peut être intéressant. Je vais prendre mon target et je vais le remonter légèrement. Voilà, ça donnera un meilleur résultat si j'ai mon logo ici qui est peut-être un petit peu plus centré plutôt que d'être trop haut. Ou alors on peut même faire plus pour ne pas le mettre tout à fait au centre. C'est jamais génial quand c'est au centre. Donc on voit bien ici qu'il n'est pas tout à fait au centre de droite à gauche. On ne va pas le mettre tout à fait au centre de haut en bas. Et avec le target, on peut facilement orienter le regard de la caméra. Donc on va plutôt prendre cette option-ci. Voilà, alors là maintenant tout est prêt, on peut lancer le calcul. Donc pour lancer le calcul, CTRL F12 ou dans le menu Render, Render Animation. Quand vous allez lancer ce calcul, c'est comme tout à l'heure, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors c'est du HD, donc ici ma capture d'écran, elle est complètement bouffée. Donc je vais, avec la roulette de la souris, faire plus petit. Et voilà, on voit dans le coin la frame qui est calculée. Donc frame 3, et puis il va passer à la 4. Grosso modo, il va mettre 20 secondes par image, ce qui veut dire x 250 qui va prendre quelques minutes quand même, à vous de faire le calcul, quelques minutes à calculer. Et on se revoit après. Voilà, il a calculé et donc maintenant on peut passer à l'étape suivante qui va être celle de créer le film et surtout d'inverser l'animation. Donc pour ça, en fait, on va d'abord sauver cette scène. Je vais la sauver comme étant ma scène définitive. Donc pas besoin de versionning, voilà. Dans mon dossier exercice. Alors, dans le dossier exercice, je vais sauver cette scène comme étant la version définitive. Voilà. Maintenant, je vais faire une nouvelle scène. Enfin, ouvrir une nouvelle scène vierge. Et je vais aller ajouter là au-dessus. Donc on voit il y a un petit plus à côté des différents workspaces.
et je vais ajouter un workspace vidéo editing. Donc en fait, Blender a un séquenceur vidéo qui permet de faire du montage vidéo en fait directement. On peut faire un tas de choses, du compositing, du montage vidéo. On peut faire de l'animation 2D. Ce logiciel est un vrai couteau suisse. Bon, donc l'idée c'est que maintenant on va ajouter toutes les images qu'on a calculées. Donc on va faire add image séquence. On va voyager jusque le dossier où on a enregistré toutes ces images et on va tout sélectionner, donc A, et ajouter l'image strip. Donc on a maintenant le fichier qui se déroule dans le sens dans lequel on l'a animé, et on va inverser ce fichier en allant ici dans le menu qui se trouve sur la droite. Dans vidéo, on a playback direction et on va mettre juste backward. Et donc voilà, c'est fait. On a inversé le fichier vidéo. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant, on peut sortir ce fichier vidéo. Mais d'abord, on va vérifier. Le framerate, il doit être à 25. Alors, on va un peu dézoomer avec la roulette de la souris. Donc voilà. On est bien sur 250 frames en HD. Et on va l'enregistrer, ce fichier, non plus en image, mais cette fois-ci en vidéo. FFmpeg vidéo. Donc FFmpeg, c'est un compilateur vidéo gratuit qui permet d'enregistrer sous différents formats. Donc ici on a les différents formats accessibles. Alors si vous avez QuickTime, c'est très très bien. Je pense que QuickTime doit être installé sur la machine pour que ce soit vraiment efficace à tester. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un très bon encapsuleur de vidéos. C'est très facile à manipuler. On peut regarder après les vidéos image par image. Donc ça, c'est intéressant. Donc on va prendre ce QuickTime, on va rester en H264 et on va faire une keyframe toutes les 5 images. Comme ça, on aura suffisamment de qualité. On va prendre une qualité high quality, l'encoding good, ça c'est très bien. Et on n'a pas de son, donc on ne se tracasse pas du son. Au niveau des métadatas, ben, on va garder ce qu'on avait pris précédemment. Donc on sait à peu près ce qui est là. Voilà, ok. Et maintenant on peut calculer cette vidéo simplement en faisant un rendu. Oui, en ayant bien sûr évidemment déterminé l'endroit où on va enregistrer cette vidéo. Donc on va le mettre dans le dossier exercice 1. Et donc on va lui donner le même nom que le fichier qu'on a choisi. Voilà. Et donc là maintenant, je peux enregistrer cette vidéo. Et simplement en faisant un render animation. Alors ça va calculer évidemment beaucoup plus vite puisqu'il s'agit des fichiers images, donc c'est plus de la 3D, là ce sont vraiment juste des images qui sont assemblées. Ok, donc là il est en train de terminer le calcul, 245, 246, voilà, hop, 250, c'est fait. Donc je peux fermer cette fenêtre et je peux éventuellement sauver cette scène, enfin ce fichier en fichier montage. Donc juste avec montage à la fin, voilà, je sauve. Et donc maintenant j'ai ce fichier vidéo. Donc si je vais dans mon dossier, j'ai le fichier vidéo, ouvrir avec QuickTime. Et donc voilà le fichier que nous avons à disposition. Donc ça correspond à ce que nous avions vu précédemment. Et voilà, donc là nous avons fini le premier exercice. Et bien c'est très bien, on peut passer au second, enfin au deuxième.